Bonjour et bienvenue dans ce chapitre de physiologie humaine. Aujourd'hui, on plonge dans l'un de nos sens les plus fascinants et peut-être l'un des plus sous-estimés, l'odorat, qu'on appelle aussi, en termes scientifiques, l'olfaction. Et on va commencer tout de suite par la grande question qui va nous guider. Comment est-ce que notre cerveau arrive à faire la différence entre des millions d'odeurs alors qu'il n'a, au final, qu'une poignée de capteurs différents à sa disposition? C'est ce puzzle qu'on va résoudre ensemble. Alors, pour commencer, posons les bases. L'odorat, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est une forme de chimioréception. Ça veut tout simplement dire que notre nez est un formidable détecteur de molécules chimiques présentes dans notre environnement. Justement, ces molécules, pour qu'on puisse les sentir, elles doivent avoir deux caractéristiques clés. D'abord, elles doivent être volatiles, c'est-à-dire assez légères pour flotter dans l'air et arriver jusqu'à notre nez. Ensuite, elles doivent être hydrophobes. Un mot un peu compliqué pour dire qu'elles n'aiment pas l'eau. Retenez bien ça, c'est crucial pour la suite. Et ce sens, il est bien plus important qu'on le pense. Il est vital. C'est lui qui nous alerte d'un danger, comme une fuite de gaz ou un aliment qui n'est plus bon. Mais c'est aussi lui qui nous connecte de manière extrêmement puissante à nos souvenirs et à nos émotions. On a tous déjà vécu ça. Une odeur, et hop, on est transporté des années en arrière. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi et le pourquoi, voyons le où. Où est-ce que ça se passe, toute cette magie? Allez, on part en voyage à l'intérieur de notre nez. Tout commence ici. Quand on respire, les molécules odorantes entrent dans la cavité nasale et arrivent sur une toute petite zone bien spécialisée qu'on appelle l'épithélium olfactif. Et regardez bien le schéma, cet épithélium est directement connecté au bulbe olfactif qui est en fait une extension directe de notre cerveau. Il n'y a quasiment pas d'intermédiaire, c'est une ligne directe entre le monde extérieur et notre système nerveux. Si on zoome sur cet épithélium, on voit que c'est une organisation très bien rodée. On a les neurones récepteurs, les véritables capteurs qui vont détecter les odeurs. Autour, il y a des cellules de soutien qui les aident. Et ce qui est absolument incroyable, c'est la présence de cellules souches. Ça veut dire que si ce tissu est abîmé, il peut se régénérer. Notre odorat a une capacité d'auto-réparation. Ok, maintenant qu'on a vu la carte des lieux, suivons le parcours d'une seule de ces molécules odorantes. On va voir comment elles passent de simples substances chimiques dans l'air à un signal électrique que le cerveau peut comprendre. Mais attention, on tombe tout de suite sur un problème. Vous vous souvenez, nos molécules odorantes sont hydrophobes, elles fuient l'eau. Le souci, c'est que nos récepteurs sont recouverts d'une fine couche de mucus qui est principalement composée d'eau. C'est un vrai paradoxe? Comment la molécule peut-elle atteindre sa cible? Eh bien, la nature a inventé quelque chose de génial, les protéines de liaison aux odorants, ou OBP. Il faut les voir comme des sortes de taxis moléculaires. Leur job, c'est de prendre en charge les molécules odorantes hydrophobes, de les faire traverser la barrière de mucus en toute sécurité et de les déposer pile devant les récepteurs. Problème résolu. Une fois que la molécule est arrivée à destination et qu'elle se lie au récepteur, c'est là que tout s'accélère. Cette simple liaison va déclencher une cascade de réactions. En gros, ça active une protéine G qui elle-même va déclencher la production d'une autre molécule, l'AMPC. Et c'est cette AMPC qui va finalement ouvrir des canaux ioniques. Des ions entrent alors dans le neurone, et voilà, on a transformé un message chimique en un signal électrique, un potentiel d'action. Le message est prêt à partir pour le cerveau. Ce mécanisme nous ramène directement à notre question du début. Comment, à partir de ce signal électrique, le cerveau fait la différence entre l'odeur du café, de l'herbe coupée ou de la pluie? On sait que le génome humain nous donne la recette pour fabriquer environ 900 types différents de récepteurs olfactifs. 900. Ça peut paraître beaucoup, mais pour des millions d'odeurs, ça semble peu, non? La solution, la voilà. Le système ne fonctionne pas sur le mode un récepteur égale une odeur. En réalité, c'est beaucoup plus malin. Chaque type de récepteur peut être activé par plusieurs molécules odorantes différentes. Et inversement, chaque odeur va activer plusieurs types de récepteurs. Ce qui est unique pour chaque odeur, ce n'est pas un récepteur, c'est la combinaison spécifique de récepteurs activés. On parle de code combinatoire. Pour que ce soit plus clair, imaginez un piano avec 900 touches. Si on joue une seule touche, on a une note. Mais si on joue un accord, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs touches en même temps, avec des forces différentes, on obtient un son unique et complexe. C'est exactement ce que fait le cerveau. Chaque odeur est un accord spécifique joué sur le clavier de nos 900 récepteurs. Et ce graphique illustre ça à la perfection. Regardez bien, on a deux molécules dont la structure chimique est très proche, l'acide hexanoïque et l'hexanol. Et pourtant, observez les cases noires qui représentent les récepteurs activés. Le code, la signature d'activation est presque complètement différent. Résultat, pour notre cerveau, ça n'a rien à voir. L'une sent le rance, l'autre une odeur herbacée. Un tout petit changement chimique, un code totalement différent, une perception radicalement opposée.
Bon, maintenant qu'on a compris la mécanique, revenons à notre expérience de tous les jours. Pourquoi les odeurs nous remuent-elles autant? La réponse est en fait anatomique. Le bulbe olfactif, la première gare de triage de l'information, est directement connecté à des zones très anciennes et profondes de notre cerveau, comme l'amygdale, qui gère les émotions, et l'hippocampe, le siège de la mémoire. C'est une sorte d'autoroute directe, sans péage ni détour. C'est pour ça qu'une odeur peut déclencher une émotion ou un souvenir de manière si brute, si instantanée. Une dernière chose importante à savoir, ce sens si fin n'est pas immuable. Ce graphique le montre très bien. Avec l'âge, notre capacité à identifier correctement et précisément les odeurs diminue. C'est un processus tout à fait naturel qui fait partie du vieillissement normal du système. Allez, pour finir, résumons les points absolument essentiels à retenir de ce voyage dans le monde de l'olfaction. Premièrement, l'odorat, c'est la détection de molécules chimiques volatiles qui n'aiment pas l'eau. Deuxièmement, pour résoudre le problème du mucus, des protéines taxis, les OBP, les transportent. Troisièmement, le message chimique est transformé en signal électrique grâce à une cascade d'amplification. Et enfin, et c'est le plus important, le cerveau déchiffre tout ça grâce à un code combinatoire qui lui permet d'identifier une quasi-infinité d'odeurs avec seulement 900 types de récepteurs. On a donc vu comment on perçoit les substances chimiques présentes dans l'air. Assez logiquement, dans la prochaine partie, on va s'intéresser à la perception des substances chimiques qui sont dissoutes dans nos aliments. On va donc parler d'un sens très proche, le goût. Pour bien consolider toutes ces notions, je ne peux que vous encourager à faire les quiz qui sont associés à ce chapitre. C'est vraiment le meilleur moyen de vérifier que tout est bien en place. À très bientôt!